Star. Canal de Star. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, chaque effort, même les plus discrets, compte. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'After. Comme chaque soir, on va décrypter ensemble l'actualité par les sports, faits de société et culture. Et pour le faire, je ne suis pas seule. Auspice et Damien sont ici sur ce plateau avec moi ce soir. Heureuse de vous retrouver. Bonsoir Damien. Bonsoir Valérie. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien de votre côté. Je vais très bien également. Et Auspice, comment allez-vous? Je vais bien, merci Valérie. Et chez vous? Je vais très bien également. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Oui, justement, une excellente journée. Comme vous pouvez déjà le constater, il y a du sourire, le sourire sur mes lèvres. Donc, juste pour dire que la journée a été vraiment excellente. Et également, je dis bonsoir à nos amis téléspectateurs de Canal de Star. Damien, vous avez passé une excellente journée? Très bien, j'ai passé une excellente journée et dans la paix de Dieu. D'accord, dans la paix de Dieu. Et j'espère également de votre côté que vous avez passé une excellente journée et que vous allez très bien. Sans plus attendre, on démarre cette émission avec la revue des titres. Les résultats définitifs des élections communales du 11 janvier 2026 sont désormais connus. Communale du 11 janvier 2026, l'UPR et le BR se partagent les 1811 conseillers. Les résultats officiels écrits en manchette le matinal. BR 852 conseillers, UPR 963 conseillers, FCBE 0 conseillers, fait savoir le télégramme. Les résultats définitifs de la Sénat consacrent une domination sans partage de la mouvance présidentielle. L'UPR rafle 39 mairies contre 38 pour le BR, nous rapporte la boussole. D'après le quotidien, sur le plan national, l'UPR avec 48,92% obtient 963 conseillers, le BR avec 44,43% obtient 852 conseillers et la FCBE avec 6,65% est non éligible. L'UPR et le BR raflent donc tous les sièges dans les 77 communes, nous indique Décryptage Info. Pour les communales de 2026, LD et FCBE dans la même sauce, peut-on lire dans les colonnes du quotidien Le Patriote. Les accords pour les sièges n'ont profité qu'aux deux grands blocs de la mouvance, mentionne Dynamisme Info. Par ailleurs, à l'Assemblée nationale, les députés de la 9e législature font leurs adieux ce vendredi, nous apprend le télégramme. Et dans le cadre du baccalauréat session 2026, la clôture des inscriptions est fixée au vendredi 30 janvier, nous révèle Libération. Enfin, à la CAN de handball Rwanda 2026, le Bénin tient tête au Congo et débloque son compteur, nous annonce le matin. C'était donc le condensé des parutions du jour. Merci à Samuel Nourouaï pour la présentation. Comme on l'a tous constaté, les résultats des élections communales de 2026 ont été proclamés hier par la Sénat, mettant fin au dépouillement du scrutin local du 11 janvier 2026. Avec un taux de participation de 36,67% sur plus de 7,8 millions d'électeurs inscrits, ces élections confirment
confirme l'engagement relatif des populations dans la vie municipale sur les 1815 sièges à pouvoir dans les 117 communes. L'Union progressiste Le Renouveau arrive en tête avec 963 conseillers élus, suivi du bloc républicain avec 852 sièges. La force Cori pour un Bénin émergent n'a pas obtenu de représentation. Ce soir, dans l'After, nous allons analyser ces résultats, discuter de leur implication pour la gouvernance locale. On se pose donc les bonnes questions ici sur ce plateau que nous révèle ce taux de participation de 36,67% sur l'engagement des citoyens dans la vie municipale d'Amiens. Bon, ce faible taux de participation des citoyens prouve que les citoyens se désintéressent, oui, comment on l'appelle, c'est, disons, un désintéressement croissant des citoyens et par rapport à la vie municipale. Ils ne s'intéressent pas parce que le jour des votes, il y en a, et après le premier vote, oui, lorsqu'on les a dit d'aller voter pour le second, il y en a d'autres qui ont refusé catégoriquement. Ils ont refusé que c'est bon. Donc, ils ont juste seulement voté pour le premier et le second. Ils ont laissé. Cela prouve que la population, les citoyens sont vraiment désintéressés. Mais qu'est-ce qui prouve ce désintéressement? C'est ou bien ce qu'ils cherchent. Ce qu'ils cherchent au niveau des maires de leur commune, est-ce qu'ils ne trouvent pas, est-ce que leur demande chaque année, ce qu'ils demandent, est-ce qu'ils ne trouvent pas, ils n'obtiennent pas et cette chose, raison pour laquelle ils sont désintéressés par leur vote ou bien par ce vote, personne ne sait. Donc, je dirais tout simplement qu'ils sont vraiment désintéressés, raison pour laquelle on a eu ce taux de pourcentage. Hospice avec un faible taux de participation, l'UPR et le BR dominent largement maintenant les communes. Oui, merci déjà pour votre question. Et avant de répondre à cela, je vais quand même me prononcer sur la question adressée bien sûr à Damien en ce qui concerne le faible taux de participation. Et déjà, vous savez, je l'ai dit sur ce plateau, c'est d'abord une première quand on a assisté à une élection couplée législative et communale ensemble en même temps. Et également, j'estime que, bon voilà, une fois sur les lieux de vote, sinon dans les centres de vote, les personnes qui ne sont pas informées, les personnes qui ne savent pas que, bon, au lieu d'une seule fiche ou bien d'une seule feuille, maintenant ils auront deux, et puis voilà, choisir le parti qu'ils veulent bien sûr. Mais il y en a déjà quand ils reçoivent juste la toute première fiche pour les législatives et on leur remet le deuxième arrivé bien sûr, ou bien en voulant faire le choix déjà qu'ils ont déjà posé ils ont accordé leur suffrage à un parti déjà sur la toute première fiche. Bon, je vais dire, le second, ils ne s'intéressent plus à ça, quoi. Pour eux, c'est-à-dire, c'est la même chose et que, bon, voilà, peut-être c'est son double. Ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas du tout peut-être informés de la situation. Et l'autre chose, l'autre raison possible qui pourrait peut-être expliquer cela, on en a également parlé ici, c'est bien sûr l'ouverture tardive de certains centres de vote. Les votes n'ont pas démarré à temps. Il y en a des citoyens, une fois sur les lieux, se sont rendus compte que rien n'était déjà en place et ils sont obligés de se retirer, soit disant qu'ils vont revenir après. Mais parmi ceux-là, il y en a qui n'ont plus effectué de retour. Donc, ça là, peut aussi avoir un impact en ce qui concerne le taux de participation. Et l'autre chose aussi, c'est, je peux dire que c'est peut-être une raison personnelle, ça varie d'un citoyen à un autre, parce que bon, qu'on le veuille ou non, quoi qu'en soit ce qu'on va dire, vous êtes d'accord avec moi que tout le peuple béninois ne peut jamais sortir pour aller voter. Il y en a qui choisissent catégoriquement ne pas accorder leur suffrage à qui que ce soit. Ça, je qualifie cela d'un choix personnel, mais qu'on le veut ou non, bon voilà, même malgré
sinon avec même les 36, quelque chose pour cent, le vote a eu lieu, on a eu les résultats. Et justement, je profite pour revenir sur votre question, juste pour dire que ces résultats-là sont les fruits de différentes tâches accomplies par chaque parti politique, que ce soit l'UPR, le BR ou bien la FCBE. J'estime que bon voilà, ils ont récolté ce qu'ils ont semé parce que ils ont quand même eu le temps nécessaire pour convaincre la population en ce qui concerne leur projet de société et tout. Donc si on a ce résultat aujourd'hui, on peut dire que l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain peut-être détiennent le meilleur projet de société si on s'en tient bien sûr à la période de campagne, également les différents projets proposés par ces partis-là. Donc, on a désormais deux partis qui contrôlent pas totalement le pays, mais quand même, quand on parle aujourd'hui des communes, des localités, c'est seulement deux partis qui contrôlent ces communes, et ces deux partis-là sont du bord présidentiel. Donc, nous entrons dans une nouvelle phase, nous entrons dans une nouvelle ère politique dans l'histoire du Bénin. Et je peux dire que c'est peut-être une expérience, sinon on va quand même voir si ça pourra réellement combler les attentes du système partisan. Combler les attentes du système partisan. Et qu'en est-il de la FCBE qui n'a pas du tout eu de siège pour les communales? Bon, ça fait encore 7 ans après, parce que la loi a été claire, 7 ans. Donc peut-être la FCBE, que ce soit la FCBE ou bien les démocrates, ces deux partis qui n'ont pas de représentants vont continuer par travailler, espérant qu'après 7 ans... Rappelons que les démocrates ne sont pas ralliés au communal, bien sûr. Non, je parle de manière générale. On a vu pour les législatives, n'ont pas pu réunir les 20%. Également, c'est la même chose avec la FCBE. Donc rendez-vous 7 ans après, parce que la loi est claire sur ça. Le mandat passe désormais... à 7. Donc, je dirais simplement qu'il continue toujours pas travailler, espérant peut-être rafler tout, comme le BR et l'UPR, pourquoi pas dans les prochaines années. Voilà. Est-ce que, comment ces résultats vont-ils influencer la gestion et la gouvernance dans nos communes désormais, Damien? Pour l'avenir, je dirais que dans, comment on l'appelle, ces résultats vont vraiment influencer, parce qu'il n'y aura pas de diversité. Il n'y aura pas de diversité entre, disons, ces deux partis qui sont au pouvoir actuellement. Donc, et la prise de parole ou bien la prise de décision va rester entre les deux partis. Il n'y aura plus de différence, il n'y aura plus, comment on l'appelle, à discourir sur des sujets des réformes, vous voyez. Donc ça va rester entre les deux rapidement, on trouve des solutions rapidement, on applique. Donc, moi, je dirais plutôt que bon, il peut toutefois avoir des points divergents quand X ou bien Y peut-être propose telle réforme, et que bon, on est tous de la mouvance, mais quand je vois que bon, si on fait de cette manière, ça pourrait peut-être contribuer encore à ce que l'on veut, je peux exposer moi mon plan, et puis cela ne fait pas de nous, je vais dire, des opposants. On est issus du même bord, donc voilà, il peut avoir des points divergents, mais pas comme ce qu'on a l'habitude de voir par le passé, où opposants et mouvanciers s'affrontent pour le développement, en griffe, développement de la commune ou bien du pays. Mais qu'on le veuille ou non, c'est bien sûr deux partis. Et puis, nécessairement, je ne parlerai pas déjà d'impact négatif ou bien positif, mais ça pourrait peut-être influencer d'une manière ou d'une autre sur certains choix, notamment dans les communes ou bien dans les villages et autres. Mais comme je l'ai dit, on attend quand même de voir ce que cela va donner, et si on expérimente et on constate que bon, ça n'a pas abouti, sinon combler les attentes, peut-être après 7 ans, on peut repartir sur de nouvelles bases.
reparti sur de nouvelles bases avec ce faible taux de participation. Et quels sont les défis à relever pour que les prochaines élections soient plus participatives et plus inclusives? Déjà, je l'ai commencé par le dire, comme un premier défi, ceux-là qui sont élus, c'est bien sûr de travailler, prouver à la population que bon, vous n'avez pas fait un mauvais choix, vous avez fait un très bon choix, parce que certains sont là, on connaît bien les Béninois, et après, lorsque ça va capoter peut-être dans une commune ou bien dans un village, ils vont dire, bon voilà, c'est pour éviter tout ça que moi je n'ai pas accordé de suffrage à quelqu'un, j'étais resté dans mon coin et autres, donc on connaît les Béninois, parfois ces propos-là, je vais dire, tombent de part et d'autre, donc le premier défi déjà à relever, c'est bien sûr travailler, œuvrer, on connaît le peuple béninois est solidaire et tout et tout. Maintenant, œuvrer, poursuivre l'œuvre entamée par leurs prédécesseurs, parce que qu'on le veut ou non, dans chaque commune ou bien dans chaque localité, il y a des projets en cours qui n'ont pas ou bien qui ne sont pas allés à terme. Donc à ceux qui sont élus maintenant de poursuivre, de continuer dans cette marche-là, il faut avoir des oreilles attentives, hein, surtout aux cris de la population et tout ce qui va avec. Donc voilà le premier défi. Et l'autre défi, hein, qui pour moi n'est pas vraiment un défi colossal en tant que tel, c'est maintenant œuvrer pour, je vais dire, pas la solidarité, mais la communion entre citoyens au sein de chaque commune ou bien de chaque village. Parce que vous savez, au sein de chaque commune, il y a différents bords politiques, il y a mouvanciers et opposants. Donc, il ne faudrait pas que, comme telle personne, sinon n'était pas de mon bord pour les élections. Donc, tout ce qui concerne ou bien les projets ou bien tout ce qui va avec, on va chercher la manière ou bien trouver la manière de l'écarter du système. Non, il faut plutôt amener cette personne à comprendre les réalités que, bon, après tout, hein, après, je vais dire, le paysage politique, au-delà de tout, le Bénin demeure toujours un et un seul. Donc, il faut amener les citoyens à se comprendre, à œuvrer pour la même cause. Il ne faudrait pas que INS soit dans telle posture et que Y également soit dans une autre posture. Donc, voilà, hein, les défis qui s'opposent déjà à ces élus-là. Après 7 ans, on pourra peut-être chacun à son niveau faire le point et dire, bon, on a quand même assisté à telle chose et puis ça a abouti ou bien ça a donné, et peut-être ça pourrait encore amener ceux-là qui n'ont pas pu faire effectuer la sortie pour accorder leur suffrage à des partis politiques de le faire lors des prochaines élections, parce que j'estime qu'ils seront déjà en ce moment-là convaincus des résultats et fiers des résultats. Là maintenant, ils pourront sortir et dire, bon voilà, nous sommes fiers du développement de notre commune pendant les 7 années qui viennent de s'écouler. Damien, sur la même question, les défis à relever pour les prochaines élections soient plus participatives et inclusives. Comme Auspice vient de le dire, il faudrait que les partis qui sont élus travaillent réellement, travaillent pour que, comment on l'appelle, la population ne soit pas déçue. Oui, parce que ces deux partis, avant c'est plusieurs partis qui sont élus et puis dans chaque localité, on voit le travail de chacun. Mais il faudrait que, et comme ça a été deux partis qui ont été élus, il faudrait que ces deux fixent l'objectif de bien travailler et de bien nourrir l'ambition de la population. Et aussi, il faut aussi la réconciliation, il faut aussi réconcilier les citoyens, les réconcilier. Il ne faudrait pas qu'on dise tel est de tel parti, tel est de tel parti, donc on va faire les choses différemment. C'est ensemble qu'on doit travailler pour que le pays puisse évoluer. Ensemble qu'on doit travailler pour que le pays puisse évoluer. Merci monsieur pour ces interventions. Avant de chausser nos baskets virtuelles et parler sport, on prend une courte pause publicitaire. Savez-vous que le sorgho rouge est un trésor pour notre santé? Le sorgho rouge, c'est la 5e céréale la plus produite dans le monde. Et près de 40% de cette production sert à nourrir les hommes et les femmes.
Pourquoi manger donc du sorgho rouge? Contrairement au blé, au maïs, au riz ou au mil, le sorgho est sans gluten et peut donc être consommé sans danger. Plus riche en minéraux, le sorgho contient davantage de magnésium et de potassium que le riz, le maïs ou le mil. Source intéressante de fer, le sorgho en apporte plus que le riz et même plus que le maïs et le mil, ce qui aide à prévenir l'anémie. Le sorgho offre un bon équilibre en fibres. Il contient beaucoup plus que le riz blanc, presque autant que le mil, et se rapproche du blé. Ces fibres favorisent la digestion et la satiété. Enfin, le sorgho offre une énergie modérée. Il apporte un peu moins de calories que le riz ou le mil, tout en étant aussi nourrissant. Comment manger le sorgho rouge? On peut le manger sous forme de pâte, de bouillie, de couscous ou même mélangé à d'autres céréales. Faisons donc du sorgho rouge un aliment de tous les jours dans nos repas. C'est bon pour notre santé, bon pour notre économie. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. Et nous revoilà, place à présent au sport et hospice. Le sélectionneur des Amazones U20 était face à la presse ce matin. Tout à fait Valérie, et l'objectif est très bien clair, rendre publique la liste des joueuses retenues pour la double confrontation contre l'Égypte, ceci dans le cadre des éliminatoires bien sûr de la Coupe du Monde U20. Au total, 24 joueuses ont été convoquées par Abdoulaye Ouzerou pour représenter les couleurs nationales. Une liste composée essentiellement de joueuses ayant disputé le tour précédent, notamment Benis Tété, Saïzonou Larissa, mais également de nouvelles têtes, surtout avec la présence de Amilou Amdiat qui connaît la sélection U20 pour sa toute première fois. On note également le retour de Fidèle Toudonou. Tout est quand même mis en place pour représenter fièrement le pays du côté du Caire pour le match aller, bien sûr. Et il faut le rappeler, la sélection nationale est bien sûr en stage depuis quelques jours ici même au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le match aller va se jouer le 6 février prochain au Caire et le match retour le 13 février du côté de Lomé. On pose à présent nos valises au Rwanda et cette fois-ci pour parler du handball. On va parler cette fois-ci de la Coupe du Président qui se déroule au Rwanda, toujours dans le cadre de la 27e CAN de handball Rwanda 2026. On découvre avec vous les résultats de la journée d'hier, les résultats de la Coupe du Président avec le Cameroun qui a su classer l'équipe kenyane 37-27. Le Gabon n'a laissé aucune place à son adversaire du jour. L'Ouganda, bien entendu, score à l'arrivée 40-19. Les Guépards handballeurs du Bénin ont arraché leur tour en premier point dans cette compétition après leur nul face au Diable Rouge du Congo Brazzaville. Score à l'arrivée 27 partout. Et pour finir, le Rwanda, pays hôte même de cette compétition, s'est imposé 34-26. La compétition se poursuit toujours du côté du Rwanda avec la CAN même qui se déroule normalement, également la Coupe du Président aussi qui continue de battre son plein au Rwanda à Kigali. Donc si vous avez peut-être le temps, vous pouvez suivre ces différentes rencontres sur la plateforme digitale de la fédération, de la confédération bien sûr africaine de handball. Prenez donc le rendez-vous. Nous allons revenir sur d'autres résultats pour vous déjà le vendredi dans notre prochaine émission. Voilà donc Valérie, tout ce qu'on peut retenir de l'actualité sportive de ce jour.
Merci Hospice pour ces infos sportives. On laisse les scores et les terrains de côté pour s'intéresser au patrimoine culturel. Damien va nous parler du tambour parlant. On prend une courte pause et on revient juste après. Star. Canal de Star. Comprendre pour agir en faveur. Savez-vous que le sorgho rouge est un trésor pour notre santé? Le sorgho rouge, c'est la 5e céréale la plus produite dans le monde. Et près de 40% de cette production sert à nourrir les hommes et les femmes. Pourquoi manger donc du sorgho rouge? Contrairement au blé, au maïs, au riz ou au mil, le sorgho est sans gluten et peut donc être consommé sans danger. Plus riche en minéraux, le sorgho contient davantage de magnésium et de potassium que le riz, le maïs ou le mil. Source intéressante de fer, le sorgho en apporte plus que le riz et même plus que le maïs et le mil, ce qui aide à prévenir l'anémie. Le sorgho offre un bon équilibre en fibres. Il contient beaucoup plus que le riz blanc, presque autant que le mil, et se rapproche du blé. Ces fibres favorisent la digestion et la satiété. Enfin, le sorgho offre une énergie modérée. Il apporte un peu moins de calories que le riz ou le mil, tout en étant aussi nourrissant. Comment manger le sorgho rouge? On peut le manger sous forme de pâte, de bouillie, de couscous ou même mélangé à d'autres céréales. Faisons donc du sorgho rouge un aliment de tous les jours dans nos repas. C'est bon pour notre santé, bon pour notre économie. Et ce soir, dans la rubrique culture, Damien va nous parler du tambour parlant. C'est quoi déjà le tambour parlant, Damien? Le tambour parlant est un instrument sacré de communication. Il sert de communication, il sert la communication entre les peuples. Il transmet un message codé, compréhensible par la communauté, imitant le rythme et le ton de la parole humaine. Pourquoi dit-on que le tambour parle? On dit que le tambour parle et parce que ces battements reproduisent les intonations des langues locales. Les initiés peuvent ainsi transmettre des annonces, des ordres royaux ou des alertes à travers le son du tambour. Et qui peut jouer au tambour qui parle? Seuls les tambourinets peuvent jouer et le tambour qui parle. Et souvent issus de la lignée spécifique sont autorisés à jouer. Ils sont formés dès le jeune âge et placés sous l'autorité du roi ou des chefs traditionnels. Et quel rôle le tambour joue dans la gouvernance d'un royaume? Disons, il sert un outil de pouvoir, d'organisation. Il annonce les décisions royales, convoque le peuple, signale les cérémonies ou prévient un danger qui vient. Vous avez dit signale les cérémonies. Est-ce que c'est aussi utilisé dans les cérémonies? Oui, il est utilisé dans les cérémonies. Il accompagne les rites royaux, les fêtes traditionnelles, les funérailles des dignités. Parce que ça n'accompagne pas n'importe qui personne ou bien n'importe quelle personne. Ça accompagne les funérailles des dignités et des grandes célébrations renforçant le caractère bien sûr sacré de l'événement. Et quelle est la signification, le symbolisme du tambour parlant? Le symbolisme du tambour parlant est la voix du royaume, vous voyez, et à travers lui, le roi s'adresse à son peuple et les ancêtres sont honorés, faisant du tambour un lien entre le pouvoir, la tradition et le sacré. Et aujourd'hui, tout est en train de se moderniser.
tout est en train de se moderniser. Est-ce que le tambour parlant a toujours sa place de nos jours? Bien sûr, même à l'ère du moderne, et il a toujours sa place. Et il demeure un patrimoine culturel vivant, rappelant l'ingéniosité africaine et l'importance de la tradition dans la transmission des valeurs. Et nous reconnaissons toujours ces valeurs, le tambour parlant, nous reconnaissons toujours sa place dans la culture. Sa place dans la culture. Et est-ce que Hospice a déjà vu un tambour parlant ou a déjà entendu ou bien compris quelque chose lorsqu'on jouait au tambour? Bon, vu, je dirais oui, même si ce n'est pas, je vais dire, même si c'est à la télé, voilà, mais quand même, je peux dire qu'aujourd'hui, ça continue d'exister toujours dans certaines localités du Bénin. Je me rappelle, l'année écoulée, j'étais bien sûr dans un village à Gonli. Je n'étais pas sur la cérémonie, mais quand même, depuis ma position, j'écoutais le son, mais j'ai demandé à celui qui était avec moi, c'est quoi ce son, c'est quoi le tam-tam qui résonne, et c'est là, il me faisait comprendre que bon, voilà, il s'agit de tel, et il m'avait même expliqué que bon, c'est quand même, c'est une cérémonie spécifique, que c'est pour annoncer ou bien pour véhiculer un message, tout et tout. Bon, après ça, je n'ai plus d'autres occasions quand même d'assister ou bien à sa sortie, parce que selon les informations que j'ai reçues, bon, ça ne sort pas n'importe comment, ça sort occasionnellement, et puis ça a quand même aussi un rôle très spécifique. Ce n'est pas comme les autres tam-tam ou autres qu'on joue souvent. Donc voilà ce que j'ai comme connaissance sur le tambour, bon, avec ce que Damien vient de dérouler encore comme chronique. Je pense que bon, j'ai aussi gagné quelque chose d'autre. Damien, est-ce qu'il y a une différence entre les tam-tams et le tambour? Parce qu'il y a des tam-tams qui se jouent aussi uniquement dans la cour du roi, dans le royaume et dans certaines circonstances. Bien sûr, il y a des différences entre le tam-tam et comment on l'appelle, le tambour. Parce que le tambour, vous voyez, et ça a un rythme, ça a un son. Et c'est seulement les initiés qui peuvent comprendre. Tantôt, le tam-tam, quand on joue, tu danses. Mais bon, peut-être tu peux aussi comprendre ce que ça dit. Le rythme qu'ils sont en train de jouer, tu peux comprendre. Mais par contre, le tambour, ça a un son spécifique que seulement les initiés peuvent comprendre et t'expliquer que le tambour est en train de dire telle ou telle chose. Ça annonce tel ou tel message. D'accord, merci Damien. Que nous réserve l'agenda de la semaine? L'agenda de la semaine, nous avons une seule affiche au programme et c'est le 31 janvier 2026. L'université d'Abomey-Calavi et vibrera au rythme des demi-finales, bien sûr, du concours meilleure voix du village spécial Saint-Valentin dès 18h sur le terrain de handball. De jeunes talents montreront sur scène pour faire parler leur voix, leurs émotions et leurs passions. Dans une ambiance festive et romantique, le public découvrira les prestations intenses, porteuses d'espoir et de rêve. À l'issue de cette soirée à l'entrée libre, seules les plus belles voix décrocheront leur ticket pour la grande finale. Prenez donc le rendez-vous, chers téléspectateurs. Merci Damien pour la chronique et l'agenda de la semaine. Avant de terminer cette émission, intéressons-nous à un fait de société. John et Andrea vivaient un mariage idéal jusqu'à ce que des secrets du passé refassent surface et bouleversent leur quotidien. Nous y reviendrons après la pub. De Star. Maux de tête, fatigue persistante, manque d'énergie. Et si votre corps vous envoyait des signaux d'alerte que vous ignorez, regardez bien votre urine. Si elle est foncée, votre corps est déjà en détresse. Vous êtes peut-être en train de l'empoisonner, sans même le savoir. Mais quelle peut être la cause de ces différents maux?
Ne cherchez pas loin, vous ne buvez pas assez d'eau. Votre cerveau souffre, vos reins s'épuisent, votre cœur peine à suivre, juste parce que vous oubliez un geste simple. Boire de l'eau. Chaque jour, nous perdons de l'eau par la respiration, les urines, la transpiration et les selles. Chaque jour, nous devons remplacer les pertes d'eau pour le bon fonctionnement de l'organisme. L'eau hydrate et vous soulage. Elle véhicule des nutriments dans vos organes vitaux, facilite le métabolisme et vous aide à éliminer les déchets. Combien doit-on boire alors par jour? Si vous pesez 50 kg, vous devez boire 1,5 à 2 litres par jour. Si votre poids avoisine 70 kg, buvez entre 2,1 et 2,8 litres d'eau. Et si vous pesez 100 kg, votre consommation d'eau quotidienne doit varier entre 3 à 4 litres. Boire de l'eau, c'est protéger son cœur, ses reins, son foie. C'est vivre mieux et plus longtemps. N'attendez pas d'avoir soif, faites le bon choix. Ne suivez pas votre soif, buvez de l'eau pour protéger vos organes. Buvez de l'eau pour vivre longtemps. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Eh bien, le fait de société de ce jour a été envoyé par John qui nous expose son problème. John et Andrea sont légalement mariés. John est un homme d'affaires prospère, propriétaire d'environ 10 parcelles dont 5 sont au nom d'Andrea. Il veille à ce que sa femme et sa famille soient à l'abri du besoin. Peu après le mariage, la belle famille d'Andrea demande à John d'héberger un cousin éloigné afin qu'il puisse poursuivre ses études universitaires dans leur ville. John accepte par générosité. Le cousin s'installe donc chez eux. Au fil des années, John et Andrea ont 2 enfants. John voyage fréquemment pour son travail, laissant parfois à la maison sur la responsabilité d'Andrea et du cousin. Quelques années plus tard, John découvre qu'Andrea le trompe avec un autre homme. Après confrontation, elle nie catégoriquement toute responsabilité. Découvrant des incohérences, John décide de faire un test ADN sur les enfants et apprend une vérité bouleversante. Les enfants ne sont pas les siens, mais ceux du cousin qui était en réalité un amour de jeunesse d'Andrea et avait conservé une relation secrète avec elle. Peu de temps après la découverte, le cousin rentre au pays et fait une demande inattendue. Il souhaite que John libère Andrea et les enfants afin qu'ils puissent reprendre sa place dans leur vie. John se retrouve donc face à un dilemme complexe, protéger ses intérêts et son couple ou répondre aux demandes du cousin pour le bien des enfants et de la famille élargie. John demande donc nos conseils, également vos conseils chez téléspectateurs que vous pouvez laisser en commentaire. Hospice, que feriez-vous à la place de John? Une histoire très compliquée, John a abrité son rival. Hébergé. C'est bon, hébergé, voilà. Hébergé, c'est l'expression adéquate. John a hébergé son rival chez lui pendant des années, si je ne me trompe. Pendant des années. Vraiment compliqué pour John aujourd'hui. Tout de suite là, comme conseil, bon, je suivais l'histoire et puis je me posais également la question comment gérer cette situation, mais j'avoue que John est dans un véritable problème, surtout que sur ces 8 parcelles, 5 est au nom de sa femme, bien sûr. Et après tout, si il divorce, bien sûr, les 5 parcelles vont appartenir à la femme parce que j'estime qu'ils se sont mariés, bien sûr, sur le régime bien commun. Donc, c'est un problème. Maintenant, voilà le mal qui est fait et l'autre revient demander ou bien veut la garde des enfants. Je pense que et veut également la femme. La loi de la famille est quand même très claire sur ce côté-là. Les enfants
ont été élevés au sein du mariage entre John et Andrea. Donc, je ne pense pas que le faux cousin, voilà, qui revient devant même les juridictions ne peut pas quand même avoir la garde, voilà, des enfants, même si les deux, John et Andrea, se divorçaient. Maintenant, je dirais plutôt, même si les enfants là ne sont pas de John, je lui dirais simplement de continuer à ne pas prendre soin des enfants comme il a déjà fait depuis le bas âge. Et maintenant, la vraie question, divorcer de sa femme ou pas, cette question reste ouverte. Si elle va, je vais dire peut-être, s'il a peur, voilà, de perdre ses biens, les 8 parcelles, dans ce cas-là, il décide de garder sa femme infidèle avec lui. Maintenant, je suppose que chaque famille a ses interdits et normes. Il s'est rendu compte que, bon, voilà, sa femme a été infidèle et que les enfants ne sont pas de lui. S'il s'entête à garder cette femme, alors c'est qu'il est prêt à assumer les conséquences, parce qu'on le veut ou non. En tout cas, pour Hospice, quoi qu'en soit ce qui va se passer, je ne serai plus en mesure de reprendre cette femme-là, parce que ça soit la femme et le faux cousin, ils se sont moqués de John en question, et qu'il se tient également tranquille. La nature ne vend rien à crédit. Je suis sûr que ces deux-là auront pour leur compte et par la suite. Donc je demanderai simplement à John, s'il a la possibilité de divorcer, qu'il divorce et qu'il quitte cette relation. Vous venez de le dire, il a une vie aisée, il est très bien à l'aise. Je ne pense pas que même perdre ces 5 parcelles, même si il peut avoir mal, il va se sentir peut-être d'une manière ou d'une autre. Je ne pense pas que cela, comparé à sa vie, à sa propre vie, à sa santé mentale, que ces 5 parcelles aient plus de valeur que sa santé mentale, non. Donc si il a la possibilité de divorcer, qu'il divorce et qu'il passe à autre chose, mais laisser les enfants à ce faux cousin, à ce vaurien de type, excusez-moi, je pense que ce n'est pas la solution. Il peut aller devant les juridictions compétentes pour se plaindre. Donc je pense, et même traduire le faux cousin là en justice. Il a également la possibilité de traduire le faux cousin là en justice, qu'il aille devant la juridiction, voilà, comme motif, pour quand même exposer le problème, parce que là maintenant, en tout cas ceux-là qui ont fait le droit ont et les termes, sinon l'expression correcte pour qualifier l'acte posé par et la femme et le faux cousin. Donc je suis sûr que ça ne va pas quand même rester impuni, et il peut facilement s'en sortir encore avec de dédommagement, parce que après le cousin qui a été hébergé chez lui, il a contribué à son éducation, tout et tout. Donc il peut également bénéficier de dédommagement de part et d'autre. Donc il aille devant la juridiction compétente pour quand même tirer au clair cette affaire. Tirer au clair cette affaire. Et vous, Damien, que ferez-vous à la place de John? Une histoire vraiment compliquée. Vraiment, vraiment compliquée. Et vous voyez, c'est en cela que je dis que l'infidélité des hommes a sa valeur. Si John avait été infidèle et puis il avait eu à faire des enfants en cachette sans que personne ne le sache, au moment où cette vérité est sortie maintenant, bon, il va se sentir fier. Vous supportez donc l'infidélité de l'homme ou de la femme dans une relation qui est légale devant la justice. Vous voyez, l'acte que Andrea a posé et l'acte que Andrea a posé prouve que des fois, il faut être sur le qui-vive. Il faut être, comment on l'appelle, il faut être prévoyant, quoi. Voilà, chap-chap. Oui, il faut être prévoyant. S'il avait eu des enfants dehors, au moment où Andrea a annoncé ce fait maintenant... Vous voulez dire qu'il apporte aussi ses enfants pour dire... En même temps, il a dit, moi aussi j'ai eu des enfants dehors, tout simplement. Vous voulez dire... Et la situation est réglée.
Ah bon? Et la situation est réglée. Il renvoie Andrea. Ensuite, il renvoie également le cousin. Il n'y a même pas de... Le cousin n'habite plus avec eux puisque pendant ses études, durant toutes ces années, il a voyagé pour la Belgique. Il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à prendre... Andrea n'a qu'à prendre ses enfants. Il n'a qu'à partir. Et comment on l'appelle? Le divorce. Il annonce le divorce. Et ceux qui est sûr, ils vont dire que les biens que je lui ai attribués lui revient. Ce qui est sûr, il travaille, non? John travaille toujours. John travaille toujours. Il a son entreprise qui prospère toujours. Il va encore réaliser plus. Il va réaliser plus. Donc, je dirais que là, s'il avait été infidèle, donc je dirais que c'est un de plus pour lui. Vous l'avez dit, bâche, comme oui, on dit c'est ça. Dans le bon, je ne suis pas avec ce raisonnement, hein, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Damien, pas pour... je ne supporte pas également l'infidélité de l'homme, mais l'acte posé par Andrea, c'est quand même un acte très criminel parce que héberger son amant, en fait, c'est compliqué. Celle-là qui a eu le courage d'héberger son amant sous le toit, bien sûr, de son mari pendant des années, c'est que cette femme peut vous tuer simplement, facilement. Il faut faire attention. Maintenant, quand il est temps de se reconstruire, il faut quand même se reconstruire. C'est pour dire quoi à John? Même si après le divorce, Andrea réussissait à partir avec les enfants et les parcelles en question, je pense que John a encore le temps pour se reconstruire, encore que c'est un homme prospère, il a l'argent et tout, donc je ne pense pas que femme va lui manquer, non, ce n'est pas une raison. Bien vrai, ça fera mal avec quelqu'un avec qui vous avez quand même vécu pendant des années, puis en une journée, sinon en 2 journées, vous vous rendez compte que bon voilà, elle vous a trompé sur toute la ligne. C'est difficile à encaisser. Depuis le début, mais comme je l'ai dit, il faut, si l'occasion, sinon si le mal est fait, il faut quand même accepter cela en tant qu'homme, il faut accepter cela, il faut prendre cela sportivement et évoluer et dans la vie comme on le dit. Mais j'insiste toujours, il faut traîner les deux, que ce soit Andrea en question et le faux cousin, il faut traîner les deux là en justice pour quand même tirer au clair, je vais dire, l'affaire là. Je suis sûr, si c'était un homme qui avait posé ce acte maintenant, on l'aurait traité de tous les noms, on l'aurait déjà traité de méchant, de porc, tout ce qui va avec. Mais quand il s'agit de la femme, je vois que bon, dans une certaine mesure, elle arrive toujours à bénéficier du soutien de quelques membres de sa famille. Certains peuvent peut-être affirmer, bon voilà, c'est peut-être John très occupé par son boulot, qu'il n'a pas assez de temps pour Andrea et autres là. Bon voilà, mais ces raisonnements-là ne tiennent pas dans le présent cas, que John traîne les deux là en justice pour tirer au clair l'affaire là, et que s'il a lieu de divorcer, qu'il divorce, parce que personne ne supporte cette c'est une infidélité assez élevée, pro-masse comme on le dit. Ce n'est pas parce que on l'a surpris avec un autre homme un soir ou bien en une journée, mais quand même tromper son mari, avoir des enfants d'une autre personne et sous son toit, faire élever ses enfants, sinon attribuer la paternité de ces enfants-là à son mari, héberger également son amant là sous le toit de son mari, c'est déjà trop élevé et il ne faut pas pardonner. À des moments donnés, il faut être très direct et sévère. Donc que John traîne ces deux-là en justice pour quand même bénéficier, j'estime bénéficier quand même de la clémence des juridictions compétentes. D'accord. Damien, dites-nous, vous parliez tout à l'heure, vous disiez que Andrea devrait s'en aller avec ses enfants et John ramener ses supposés enfants s'il en avait. Quel serait le sentiment de ces enfants-là? Parce qu'ils ont toujours connu John comme le papa, mais un jour, le lendemain, on se lève, on dit « Allez-vous-en, allez avec votre maman, je ne veux plus de vous ». Vous voyez le sentiment de ces enfants. Si les enfants sont vraiment conscients, ils vont renier
et le fait qu'un autre papa vient maintenant, soi-disant qu'il est leur papa. Ils vont renier et puis ils vont rester avec John, qui a été toujours leur papa. Bon, s'ils sont inconscients, alors ils peuvent toutefois partir avec leur maman. Donc voilà que, comment on l'appelle, John n'a pas été infidèle, il n'a pas eu des enfants dehors. Je dirais à John de prendre son mal en patience et de prier que le Seigneur ou bien que le Père Céleste, ce qu'il adore, l'aide à se rétablir parce que c'est difficile. Il va rentrer dans une dépression pas possible. Donc que le bon Dieu qu'il adore l'aide à se rétablir et trouver des solutions pour aller de l'avant. Qu'en est-il des enfants dans cette situation hospice? Les enfants sont des innocents, comme moi j'ai l'habitude de le dire. Ils ne sont au courant de rien et ils ne savent rien de ce qui se passe. Hein. Mais toujours est-il que bon, lorsqu'ils vont peut-être constater l'absence de John, qui a toujours été présent pour eux en tant que père, ils vont commencer par se poser de questions également à leur mère. Voilà, on ne voit plus papa, on ne voit plus ci, on ne voit plus ça. Je peux dire comme Damien que bon, ces enfants, là, ce n'est pas une question de conscience ou bien d'inconscience. Vous savez, 10 ans, si je ne me trompe, les enfants ont 10 ans. Oui, environ 10 ans. Ils ne sont pas totalement mûrs pour se... Non, vous savez, 7 ans, c'est l'âge de raison, 7, mais quand même, j'estime que ces enfants-là ne sont pas encore totalement matures pour quand même comprendre ce qui se passe réellement. Mais néanmoins, l'amour qu'ils ont pour John ne va quand même pas disparaître du jour au lendemain. Même j'estime, même dans peut-être 20 ans, bien 30 ans après, ils vont toujours avoir ce côté paternel-là. Ils vont toujours réserver ce côté paternel-là pour John, leur père. Et d'ailleurs, voilà, je suis sûr qu'ils ne vont pas, je vais dire, laisser de côté et l'amour là, l'amour qu'il porte pour John, même si cela arrivait, je demanderai également à John de ne pas en vouloir aux enfants parce que ce n'est pas de leur faute. Mais je suis sûr que ces enfants là, peut-être lorsqu'ils auront l'âge nécessaire pour quand même, sinon lorsqu'ils vont se rendre compte de la situation, ils peuvent même choisir de rester avec John parce que c'est lui qui a toujours été là, c'est lui qui leur a donné une éducation en tant que père. John devrait divorcer et laisser tomber les biens et peut-être les enfants choisiront plus tard. Voilà les avis de Hospice et Damien. Ici, sur ce plateau, vous avez la possibilité de nous laisser également vos avis en commentaire sur la plateforme adéquate. Et voilà, chers téléspectateurs, la fin de ce numéro de l'Afterwork. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à Damien et Hospice pour leurs interventions et leurs échanges sur ce plateau. Merci également à l'équipe technique. On se retrouve très bientôt. Excellente soirée à toutes et à tous. Star. Canal de Star.